Cette histoire, c'est une histoire de famille, presque comme les autres, avec ses secrets, ses joies, ses peines, ses souvenirs. Elle commence un après-midi d'été dans le jardin de la maison, sous le vieux peuplier. La 3e semaine du Grand Carême, je suis allé à Maliskoye pour une épidémie de typhus. Dans les maisons, il y avait des corps partout, entassés dans la saleté, la puanteur et la fumée, les veaux et les cochons pêle-mêle avec les malades. J'ai travaillé toute la journée sans m'arrêter, même pas pour manger. Et à peine rentré à la maison, on m'a apporté un aiguilleur de la voie ferrée dans un sale état. Je l'ai allongé sur la table, vous direz. Et le voilà qui me claque sous l'anesthésie. Et pile quand il ne fallait pas, mes sentiments se sont réveillés. Ça m'a pesé sur la conscience, comme si j'étais responsable de sa mort. Je me suis assis, j'ai fermé les yeux et j'ai pensé à ceux qui vivront après nous, dans 100 ans ou 200 ans. Tous ceux pour qui nous aurons ouvert la voie. Tu crois qu'ils penseront du bien de nous? Ils ne sauront même pas que nous avons existé? Les hommes, non. Mais Dieu se souviendra. Ah, merci. Voilà qui est bien dit. Ouais. Tu as bien dormi? Ah oui. Très bien. Depuis que le professeur habite ici avec sa femme, la vie a complètement changé. Je ne couche à pas d'heure, je mange tout et n'importe quoi. Des plats extravagants, je bois du vin. C'est pas bon tout ça. Avant, on n'avait pas une minute à soi. Avec Sonia, on travaillait du matin au soir. Maintenant, elle travaille toute seule et moi, je dors, je mange, je bois. Ça va pas du tout. Donc, devine. Le professeur se lève à midi, quand le thé est froid depuis belle lurette. Avant, on déjeunait vers 1h, comme les honnêtes gens. Maintenant, c'est à 7h. La nuit, le professeur lit et écrit, et tout à coup, vers 2h, on sonne. Vous n'allez pas le voir. Il lui faut du thé. Et que je te réveille les domestiques et qu'on lui apporte son thé. Alors, drôle de vie. Ils vont rester encore longtemps? 100 ans, il a décidé de vivre ici. Le thé est préparé depuis 2 heures sur la table. Et ils sont allés se promener. Oh, c'est tout simplement horrible. Il n'y en a rien d'horrible. Bois ton thé, la gaufre. Mais j'ai tout de même le droit de m'exprimer. Mais ça fait déjà 50 ans que nous ne faisons que parler, lire des revues. Il serait quand même temps d'en finir, non? Je ne sais pourquoi tu ne supportes pas que je prenne la parole. Excuse-moi, Vania, mais tu as tellement changé cette année que je ne te reconnais plus. Avant, tu étais un homme de conviction, une personne éclairée. Une personne éclairée qui n'éclairait pas grand monde. Une personne éclairée. On ne pourrait pas trouver compliment plus ironique. Aujourd'hui, j'ai 47 ans. Et jusqu'à l'an dernier, j'ai essayé de me voiler la face avec votre rhétorique pour ne pas voir la réalité. J'ai cru bien faire. Mais maintenant, si vous saviez, je dors plus la nuit de colère et de dépit d'avoir perdu mon temps de façon aussi stupide, alors que je pouvais avoir tout ce que me refusera maintenant la vieillesse. Oncle Vania, c'est pénible. C'est comme si tu reprochais quelque chose à tes anciennes convictions. Ben, ce ne sont pas elles qui sont en question, c'est toi. Car en elles-mêmes, elles ne sont rien. Lettres mortes. Il suffisait d'agir. Agir? Mais tout le monde n'est pas capable d'être un écrivain en mouvement perpétuel comme notre air professeur. Mon parrain, oncle Vania, je vous en supplie. Je me tais, pardon. C'est drôle. Quand Vania parle, tout le monde l'écoute. Et moi, quand j'ai l'audace de ne dire ne serait-ce qu'un mot, le malheur s'abat sur vous tous. Même ma voix vous est désagréable. Admettons que je vous dégoûte, que je sois égoïste, que je sois un despote. Mais à mon âge, j'ai bien le droit d'être un peu égoïste, non? Tu penses que je ne l'ai pas mérité? Je te le demande. Je n'ai pas le droit à une vieillesse tranquille et ne serait-ce qu'un peu d'attention. Personne ne conteste tes droits. Le vent s'est levé, je vais aller fermer la fenêtre, il va pleuvoir. Personne ne te conteste tes droits. Toute une vie à œuvrer pour la science, à s'astreindre à la solitude de son bureau, à se dévouer pour son auditoire et ses éminents collègues, et tout à coup, sans rime ni raison, se retrouver dans ce tombeau.
voir tous les jours des gens idiots, écouter des conversations creuses. Je veux vivre. J'aime le succès, j'aime le bruit, j'aime la notoriété. Ici, c'est l'exil. À chaque instant, le passé me revient au visage comme un regret. J'observe de loin la réussite des autres. La peur de la mort ne me lâche pas. Et par-dessus le marché, je ne trouve personne pour me pardonner d'être vieux. Attends un peu. Sois patient. Dans quelques années, je serai vieille, moi aussi. Papa, tu envoies chercher le docteur et quand il est là, tu refuses de le voir. On ne dérange pas les gens pour rien. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ton astrophe? Il connaît la médecine comme moi l'astronomie. Tu crois qu'on a besoin de faire venir toute la faculté de médecine pour une crise de gouttes? Bon, je ne veux même pas lui adresser la parole à cette espèce d'excentrique. Comme tu voudras. Déjà septembre. Quand je pense qu'il va falloir passer l'hiver ici. Où est le docteur? Dans la chambre d'oncle Vania. Il écrit. Je suis contente qu'il soit sorti. Je voulais te parler. De quoi? De quoi? Doucement, doucement. Je ne suis pas belle. Tu as de beaux cheveux. Quand une femme est laide, on lui dit qu'elle a de beaux yeux, qu'elle a de beaux cheveux. Ça fait 6 ans que je l'aime. Je l'aime plus que ma mère. J'entends tout de suite quand il est là. Je garde vivante la sensation de sa poignée de main. Je guette à chaque instant la porte, j'ai toujours l'impression qu'il va rentrer. Et tu vois, je ne fais que te parler de lui. Il vient maintenant tous les jours. Mais il ne me regarde pas, il ne me voit pas. Ça fait mal. Et je n'ai pas d'espoir, je n'ai aucun espoir. Oh mon Dieu. Donnez-moi de la force. Toute la nuit, j'ai prié. Souvent, j'essaie de m'approcher de lui. Je le regarde dans les yeux, je lui parle. J'ai perdu ma fierté, je n'arrive plus à me dominer. Hier, je n'ai pas pu m'empêcher de le dire à oncle Vania. Maintenant, tous les domestiques savent que je l'aime, tout le monde le sait. Et lui, Il ne sait rien, il ne voit rien. quel homme étrange. Tu sais quoi? Laisse-moi lui parler. Je vais y aller doucement, par allusion. Tu ne vas pas rester éternellement dans l'ignorance, tu me laisses faire? Parfait. Il nous faut simplement savoir s'il aime ou s'il n'aime pas. Ce ne sera pas difficile, ne t'inquiète pas. Je vais l'interroger prudemment, il ne s'apercevra de rien. On a juste besoin de savoir si c'est oui ou si c'est non. Et si c'est non, qu'il ne remette pas les pieds ici, d'accord? Ce sera plus facile de ne plus le voir. J'aurais besoin de vous faire passer un petit interrogatoire. Et ça me gêne. Je ne sais pas par où commencer. Un interrogatoire? Oui, mais assez pudique. Je peux s'asseoir? C'est au sujet d'une jeune femme qui... Bon, je vous propose qu'on parle en toute honnêteté, sans détour, et puis ensuite on oublie tout, vous voulez bien? D'accord. Il s'agit de ma belle-fille Sonia, elle vous plaît? J'ai de l'estime pour elle. Est-ce qu'elle vous plairait comme femme? Non. Encore 2-3 questions et ce sera terminé. Vous n'avez rien remarqué? Non. Bon, vous ne l'aimez pas, je le lis dans vos yeux. Elle souffre, vous comprenez? Ne venez plus ici. Mon heure est passée. Puis je n'ai pas le temps de m'occuper de ça, quand est-ce que je pourrais?
Quelle horrible conversation, je suis épuisée comme si j'avais porté un poids énorme. Ouf, Dieu merci, c'est fini. Oublions tout ça, comme si on n'en avait jamais parlé. Et allez-vous-en. Vous êtes un homme intelligent, vous comprendrez, je suis toute rouge. Notre propriété ne rapporte en moyenne pas plus de 2%. Je propose qu'on la vende. Et en plaçant l'argent, nous pourrons obtenir dans les 4 à 5%. Et il y aura même un excédent de plusieurs milliers de roubles qui nous permettra d'acheter par exemple une petite villa en Finlande. Attends, je crois que j'ai pas bien entendu. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Placer l'argent et avec l'excédent, acheter une petite villa en Finlande. Je parlais pas de la Finlande, là, tu as dit autre chose. Je propose que nous vendions le domaine. Voilà, c'est exactement ça, tu veux vendre le domaine, parfait. Riche idée. Et où veux-tu qu'on aille, nous, avec Sonia et notre vieille nounou? Nous réglerons la question en temps une chose après l'autre. Tu permets? Il est évident que jusqu'à présent, je n'ai pas eu une once de bon sens. Jusqu'à présent, j'ai eu la bêtise de croire que cette propriété appartenait à Sonia. Feu, mon père, l'avait acheté pour servir de dot à ma sœur, et j'ai dû lire les lois de travers, je pensais que les biens de ma sœur allaient à sa fille, et Sonia. Oui, ou le domaine appartient à Sonia, personne ne dira le contraire. Mais tout ce que je propose est justement dans son intérêt. C'est invraisemblable, invraisemblable. Je crois que je suis devenu dingue, donnez-moi de l'eau. Allez, dites ce que vous voulez. Mais je ne comprends pas pourquoi tu t'énerves. Si tout le monde trouve que mon projet est naze, je n'insisterai pas. Excellence, j'éprouve à l'égard de la science, non pas seulement de la vénération, mais des sentiments de parenté. Le frère de la femme de mon frère, Constantin Trofimovitch Lakedémonov, peut-être le connaissez-vous, était docteur... Attends, la gaufre, nous parlons affaires, tu nous raconteras ça après. Tiens, demande-lui si cette propriété n'a pas été achetée à son oncle. Et pourquoi veux-tu que je lui demande et pour quelle raison? Ce domaine a été acheté dans 95 000 roubles. Mon père n'en a payé que 70 000, et il restait donc 25 000 à devoir. Maintenant, écoutez, ce domaine n'aurait pas pu être acheté si je n'avais renoncé à ma part d'héritage en faveur de ma sœur, que j'aimais tendrement. Et c'est pas tout. Pendant 10 ans, j'ai travaillé comme un bœuf pour payer ce qu'il y avait encore à régler. Je regrette d'avoir entamé cette conversation. Il n'y a pas d'hypothèque sur la propriété et elle est en parfait état grâce aux efforts que j'ai fournis. Et maintenant que je suis vieux, on va me foutre dehors? Je suis vraiment trop con. Tirer 2 fois et ne pas le toucher. Jamais je pourrais me le pardonner. Si t'avais tellement envie de tirer, t'avais qu'à te faire sauter le caisson. C'est bizarre. J'ai fait une tentative de meurtre et personne ne m'arrête. Personne ne va me livrer à la justice. On me prend vraiment pour un fou. D'accord, je suis fou. Mais ils ne le sont pas, tous ceux qui cachent derrière un masque de professeur, de marabouts savants, leur manque de talent, leurs bêtises, leur cœur sec à pleurer. Et elles sont pas folles, celles qui épousent de vieux débris et qui les trompent devant tout le monde. J'ai bien vu comme tu l'as embrassé. Ouais, je l'ai embrassé, prends ça dans les dents. C'est la terre qui est folle de vous porter encore. C'est complètement débile ce que tu racontes. Puisque je suis fou et irresponsable, je vois pas pourquoi je dirais pas des conneries. La bonne blague, mais tu n'es pas fou. Tu es juste un peu original. Avant, ceux qui n'étaient pas comme les autres, je les prenais pour des malades, des gens pas normaux. Mais maintenant, je suis convaincu que l'état naturel de l'homme, c'est d'être original. Tu es tout à fait normal. La honte. Si tu savais comme j'ai honte. Ce que je ressens là, c'est plus fort que n'importe quelle douleur. C'est insupportable. Mais qu'est-ce que je peux faire? Rien. Donne-moi quelque chose. Aujourd'hui, j'ai 47 ans. Si je vis jusqu'à 60, ça fait 13 ans à tirer, c'est long. Alors comment vivre tout ce temps-là? Avec quoi le remplir? Faire quoi? Tu comprends? Tu comprends? Oh, si seulement je pouvais me réveiller un matin calme, lumineux, sentir que la vie recommence, que le passé est oublié, parti en fumée, commencer une nouvelle vie. Dis-moi, comment il faut la commencer? Qu'est-ce que tu vas chercher une nouvelle vie? Notre situation à toi et à moi est désespérée. Ah oui. J'en suis persuadé. Donne-moi quelque chose, ça me brûle là. Arrête!
ceux qui vivront dans 100 ans, ou 200 ans, et qui nous mépriseront d'avoir vécu de façon si grotesque, trouveront peut-être le moyen d'être heureux. Mais nous, toi et moi, nous ne pouvons avoir qu'un espoir. C'est qu'une fois allongés dans nos cercueils, nous ayons des rêves délicieux. Qui sait? Ah oui, mon compère, il n'y avait dans cette région que 2 hommes honnêtes et intelligents, toi et moi. Mais en 10 ans, on s'est enlisé dans cette petite vie bourgeoise, méprisable, et avec ses relents de pourriture, elle nous a empoisonné le sang, et nous sommes devenus vulgaires comme tout le monde. Arrête de me raconter des salades et rends-moi ce que tu m'as pris. Mais je ne t'ai rien pris. Tu as pris un flacon de morphine dans ma trousse de voyage. Écoute, si tu tiens vraiment à en finir, va dans la forêt et mets-toi une balle dans la tête, mais rends-moi la morphine. Sinon, on va y avoir des ragots. On va croire que c'est moi qui te l'ai donné. J'ai assez d'histoires comme ça. Je n'ai pas besoin en plus de faire ton autopsie. Tu crois que ce sera intéressant? Et laisse-moi. Bon, Sonia, votre oncle a pris un flacon de morphine dans ma trousse et il ne veut pas me le rendre. Mais dites-lui que ça n'est pas très malin à la fin. Je suis pressé, faut que je parte. Oncle Vania, tu as pris la morphine? Il l'a prise, j'en suis sûr. Rends-lui le flacon! Pourquoi tu veux nous faire peur? Oncle Vania, rends-le! J'ai peut-être autant de malheur que toi, mais je ne me laisse pas aller au désespoir. Je tiens bon, et je tiendrai bon jusqu'à ce que ma vie s'achève. Tiens bon toi aussi. Rends le flacon. Mon oncle, mon petit oncle, mon gentil petit oncle Vania, rends-le. Tu as bon cœur, tu vas avoir pitié de nous et tu vas nous le rendre. Tiens bon, oncle Vania. Tiens. Mais il faut aller travailler en vitesse, faire quelque chose, sinon je pourrais pas. Oui, oui, nous allons travailler. On va raccompagner les nôtres et on va se mettre au travail. Nous avons tout laissé en plan. Maintenant, en route.